Au Japon, certains travailleurs sont morts après avoir été poussés jusqu'à l'épuisement par leur travail. On appelle ça le kaoshi, la mort par surmenage. Et pendant que le Japon vieillit à une vitesse impressionnante, certaines personnes âgées se retrouvent complètement isolées, parfois jusqu'à en mourir seules chez elles, sans que personne ne s'en rende compte immédiatement. En Corée du Sud, de plus en plus de jeunes remettent en question le mariage. Et chez certaines jeunes femmes, le refus du modèle traditionnel est devenu un véritable phénomène de société. Dès l'adolescence, certains élèves passent leur journée entre l'école et les cours privés, parfois jusqu'à très tard dans la nuit, dans une compétition scolaire où la réussite peut sembler indispensable. Dans cette vidéo, nous parlerons de la Corée du Sud et du Japon, deux pays qui fascinent le monde entier, mais dont la réalité quotidienne est parfois très éloignée de l'image que l'on peut en avoir. Nous allons voir et enquêter sur ce qui se cache réellement derrière leur réussite, leur modernité et leur mode de vie. Et si vous avez déjà vu mes deux précédentes vidéos consacrées au Japon, vous savez que nous avons déjà abordé une partie de cette réalité. Mais cette fois, nous allons aller encore plus loin dans les profondeurs. Que se cache-t-il derrière ces deux pays que nous trouvons fascinants? Voici la Corée du Sud et le Japon. Bienvenue au journal de la chaîne Deux pays, deux réalités. Tiens, je me pose une question. Comment deux pays qui ont connu une transformation économique aussi spectaculaire en sont-ils arrivés là? Et surtout derrière les grandes entreprises, les technologies, les salaires et cette impression de réussite permanente, qu'est-ce que cela coûte réellement à ceux qui font tourner ces sociétés? Parce qu'avant de parler de leurs problèmes, il faut comprendre une chose. Le Japon et la Corée du Sud ne sont pas devenus des puissances économiques par hasard. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon va connaître une croissance économique spectaculaire. En quelques décennies, il devient l'une des grandes puissances industrielles de la planète, avec des entreprises comme Toyota, Sony, Panasonic ou Honda qui vont s'imposer dans le monde entier. Et la Corée du Sud va connaître quelque chose d'encore plus impressionnant. Dans les années 1960, la Corée du Sud est encore un pays pauvre, marqué par la guerre et avec un niveau de vie très éloigné de celui des grandes puissances occidentales. Puis le pays va se transformer à une vitesse incroyable. Aujourd'hui, la Corée du Sud est devenue une économie avancée, portée notamment par les semi-conducteurs, l'automobile, l'électronique et ses grands groupes industriels. L'OCDE prévoit encore une croissance de 2,6% en 2026, notamment soutenue par le cycle des semi-conducteurs. Samsung, Hyundai, LG, ces entreprises sont aujourd'hui connues dans le monde entier. Mais cette réussite a aussi créé une compétition extrêmement forte. Au Japon, cette culture du travail a même donné naissance à un mot que vous avez probablement déjà entendu, le karoshi, littéralement la mort par surmenage. Ça fait froid dans le dos. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce phénomène n'appartient pas seulement au passé. Pour l'année 2025, le ministre japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a enregistré plus de 6200 demandes d'indemnisation liées au surmenage. Et parmi les dossiers ayant fait l'objet d'une décision d'indemnisation, 145 concernaient des décès ou des gens qui ont mis fin à leur jour, tentatives comprises. Évidemment, ces chiffres ne veulent pas dire que tous les travailleurs japonais travaillent dans ces conditions. Mais ils montrent que le problème est suffisamment sérieux pour faire l'objet d'un système national de reconnaissance et d'indemnisation. L'un des cas les plus connus reste celui de Matsuri Takahashi, une jeune employée de l'agence publicitaire Dentsu. Avant sa mort en 2015, elle avait accumulé environ 100 heures supplémentaires sur un mois. Son décès a ensuite été reconnu comme lié à la pression professionnelle et au surmenage. Son affaire a provoqué un énorme scandale au Japon et a contribué à faire pression sur l'entreprise et sur les autorités pour renforcer les mesures contre les heures excessives. Et même lorsqu'on parle de drame, certains témoignages montrent à quel point la pression peut s'installer dans le quotidien. En 2026, un salarié travaillant dans un laboratoire au Japon racontait travailler régulièrement entre 12 heures et 14 heures par jour. Il expliquait également que les heures supplémentaires n'étaient pas forcément rémunérées comme il l'attendait et qu'il cherchait à comprendre comment les autres arrivaient à supporter ce rythme. Un autre témoignage plus ancien racontait quelque chose de très révélateur. Certains collègues se considéraient même comme égoïste le fait de partir simplement lorsque son travail était terminé. Autrement dit, le problème n'est pas toujours une personne qui vous ordonne explicitement de rester. Parfois, c'est la pression du groupe qui suffit. Et c'est justement là que les choses deviennent intéressantes. Parce que si vous pensez que cette pression est uniquement japonaise, eh bien vous vous trompez. La Corée du Sud risque de vous surprendre. La loi sud-coréenne fixe normalement la durée légale à 40 heures par semaine, avec jusqu'à 12 heures supplémentaires, soit un maximum général de 52 heures. Mais sur le terrain, la réalité peut être beaucoup plus compliquée. En 2022, un journaliste de Asia Business Daily est allé interroger des salariés du gigantesque complexe informatique de Gazan à Séoul. Et un jeune salarié d'une entreprise de contenu expliquait que, dans les petites entreprises où il travaillait, les heures supplémentaires
était devenu normal. Il racontait avoir travaillé environ 60 heures par semaine pendant les périodes chargées, avec des journées dépassant régulièrement les 10 heures. Certains week-ends, il les abandonnait complètement au travail. Et il résumait les conséquences très simplement. Il rentrait parfois chez lui, ne se lavait même pas et allait directement dormir, parce qu'il était constamment privé de sommeil. Et ce témoignage n'était pas présenté comme une exception totalement isolée. Le même reportage expliquait que les travailleurs du secteur informatique craignaient de leur retour une culture du crunch. Ces périodes où l'on travaille énormément pour terminer un projet dans les délais. Dans le secteur du jeu vidéo, cette culture avait tellement pris de l'ampleur qu'une enquête citée par le journal montrait qu'en 2019, environ 60,6% des développeurs interrogés déclaraient avoir connu des périodes de crunch. Mais quelques années plus tard, ce chiffre était tombé à 15,4%. Et ça, c'est important, parce que ça signifie que la Corée du Sud n'est pas simplement en train de subir sa culture du travail, certaines choses sont réellement en train de changer. Et là, on pourrait penser que la réponse est évidente. Le Japon, avec son histoire du karoshi, doit forcément travailler davantage que la Corée du Sud. Eh bien non, c'est faux. Selon les données de l'OCDE, sur les heures effectivement travaillées, le nombre annuel moyen est aujourd'hui nettement plus élevé en Corée du Sud qu'au Japon. Dans les dernières données disponibles de cette série, la Corée dépasse les 1800 heures annuelles par travailleur, tandis que le Japon se situe autour de 1600. Et ça change complètement notre perception. Le Japon possède une réputation mondiale de pays obsédé par le travail. Mais aujourd'hui, sur cet indicateur, la Corée du Sud travaille davantage. Mais alors, pourquoi cette course? Parce que derrière cette culture du travail, il y a aussi l'histoire économique de ces deux pays. Le Japon a bâti une partie de sa puissance sur l'industrie, la discipline et la recherche de productivité. La Corée du Sud, elle, a littéralement utilisé l'industrialisation et l'éducation comme moteur de son rattrapage économique. Et cette logique de compétition ne s'arrête pas forcément lorsqu'on obtient son diplôme. Elle peut continuer dans le recrutement, dans l'entreprise, dans la recherche d'une promotion et même dans le choix de l'entreprise pour laquelle on veut travailler. En Corée du Sud, travailler pour un grand conglomérat peut représenter un objectif extrêmement convoité. Et lorsqu'on sait que des entreprises comme Samsung, Hyundai ou LG occupent une place gigantesque dans l'économie du pays, on comprend mieux pourquoi la réussite professionnelle peut prendre une telle importance. Alors, revenons sur la question du début. Pourquoi ces sociétés ont-elles développé une telle pression autour du travail? Parce que pendant ces décennies, travailler énormément n'était pas seulement vu comme une contrainte. C'était aussi présenté comme l'un des moyens de faire avancer l'entreprise, et parfois même le pays tout en entier. Et ça a fonctionné. Le problème, c'est qu'une méthode qui permet de faire décoller une économie peut devenir beaucoup plus difficile à abandonner lorsque le pays est devenu riche. Et aujourd'hui, les deux sociétés essaie justement de trouver un nouvel équilibre. Mais voici quelque chose qu'on ne vous dit pas forcément quand on parle du fameux travail japonais. Le Japon travaille aujourd'hui beaucoup moins d'heures par an il y a quelques décennies. Les heures effectivement travaillées ont fortement diminué et le pays a même instauré des limites légales aux heures supplémentaires. 45 heures par mois et 360 heures par an dans le régime général, avec des plafonds plus élevés dans certaines circonstances exceptionnelles. Autrement dit, le Japon, que l'on imagine encore, comme le pays où tout le monde travaille jusqu'à minuit, est en train de changer. Mais si le Japon réduit progressivement ses heures de travail, la Corée du Sud, elle, reste confrontée à une question. Comment conserver sa puissance économique sans demander à sa population de courir toujours plus vite? Et cette question va avoir des conséquences bien au-delà du monde du travail. Mais si cette pression professionnelle finit par toucher la santé, une autre question se pose. Est-ce qu'un pays peut avoir un système de santé très performant, tout en ayant une population qui va pourtant de plus en plus mal? Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Au Japon, le système fonctionne, mais la pression reste. Commençons par quelque chose de plutôt impressionnant. Au Japon, l'accès aux soins est largement couvert par l'assurance maladie, et le pays possède une espérance de vie parmi les plus élevées au monde. Mais cette réussite médicale cache un autre problème. Le Japon est aujourd'hui l'une des sociétés les plus âgées de la planète. Et quand une population vieillit, les besoins médicaux explosent. En 2023, les dépenses nationales de santé japonaises ont atteint environ 48 milliards de yens, soit un nouveau record. Et une partie considérable de cette dépense concerne les personnes âgées. Le système japonais doit donc réussir quelque chose d'assez compliqué, soigner une population qui vit très longtemps, alors que le nombre de personnes en âge de travailler diminue. Mais le problème ne se résume pas à l'argent. Vous allez chez le médecin, devient une expérience étrange. Sur le papier, le système japonais peut sembler extrêmement pratique. On peut souvent consulter directement un spécialiste sans passer par un médecin généraliste, comme c'est habituellement le cas dans certains autres pays. Mais cette facilité d'accès a aussi son revers. Certaines consultations peuvent être extrêmement rapides. En 2025, une personne vivant à Tokyo racontait avoir attendu environ 30 minutes dans une clinique, pour finalement passer seulement 2 minutes avec le médecin. Super. Elle expliquait avoir eu l'impression de passer davantage de temps à remplir des questionnaires qu'à être réellement écoutée. Évidemment, ce témoignage ne représente pas tous les médecins japonais, mais il montre quelque chose d'intéressant.
Un système peut être rapide et accessible sans forcément donner aux patients le sentiment d'être suffisamment écoutés. Et en Corée du Sud, c'est encore plus rapide. Maintenant, ce qui se passe en Corée du Sud, le système coréen est souvent décrit comme rapide, accessible et relativement peu coûteux pour les patients. Et certains témoignages sont assez impressionnants. Personne vivant en Corée explique récemment qu'une consultation médicale classique pouvait lui coûter autour de 10 000 won, médicaments compris, soit seulement quelques euros. Elle expliquait également qu'en Corée, consulter rapidement pour un problème de santé était totalement abordable, qu'elle avait tendance à le faire plus souvent qu'à l'étranger. Et d'autres témoignages vont encore plus loin. Une personne ayant vécu aux États-Unis expliquait avoir été frappée par la rapidité des examens médicaux en Corée. Consultations, examens et diagnostics peuvent parfois être regroupés dans une même journée. C'est l'un des côtés impressionnants du système coréen. Mais là encore, tout n'est pas parfait. Quand la rapidité devient un problème, une autre personne vivant en Corée racontait une expérience complètement différente. Elle expliquait que les consultations pédiatriques de son bébé duraient parfois seulement 1 à 2 minutes. Selon son témoignage, le médecin prescrivait rapidement un traitement, mais il y avait très peu de temps consacré aux explications et aux questions de parents. Elle comparait cette expérience à celle qu'elle avait connue aux États-Unis, où les consultations de son enfant étaient beaucoup plus longues. Et c'est là que cette comparaison devient intéressante. En Corée du Sud, la rapidité peut être une véritable force, mais elle peut aussi donner aux patients l'impression d'être traités à la chaîne. Mais le plus gros problème n'est peut-être pas à l'hôpital, parce qu'il existe une question beaucoup plus difficile à poser. Comment va réellement la population ? Et sur ce point, la Corée du Sud présente un paradoxe particulièrement brutal. Le pays est devenu une puissance économique et technologique mondiale, mais sa santé mentale reste préoccupante. La Corée du Sud conserve l'un des taux de les plus élevés parmi les pays de l'OCDE. Selon le Financial Times, le taux avait atteint 27,3 décès pour 100 000 habitants, dans les données citées par le journal. Tandis que le nombre de personnes recevant un traitement pour des troubles mentaux était passé de 3,2 millions en 2017 à 4,3 millions en 2022, soit une hausse d'environ 35%. Et le problème touche aussi le monde professionnel. Les entreprises qui commencent à reconnaître le problème. Après avoir plusieurs décès et suicides associés à des environnements de travail extrêmement stressants, certaines grandes entreprises technologiques sud-coréennes ont commencé à mettre en place des programmes de santé mentale. Des entreprises comme Naver et Netmarble ont notamment développé des dispositifs de soutien psychologique et pris des mesures contre certaines pratiques de travail excessives. Mais selon les spécialistes interrogés par le Financial Times, le problème est plus profond qu'une simple question d'horaire. Dans certaines entreprises, la culture reste très hiérarchique et extrêmement orientée vers la performance. Autrement dit, changer les horaires est une chose, changer la culture du travail en est une autre. Et le Japon n'est pas épargné. Le Japon connaît lui aussi ses propres problèmes de santé mentale. Le gouvernement japonais publie d'ailleurs chaque année un rapport consacré au avec des données détaillées par âge, sexe et région. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que le problème ne touche pas uniquement les travailleurs. Les jeunes font aussi l'objet d'une attention particulière dans les politiques japonaises de prévention du suicide. Le gouvernement consacre désormais une partie spécifique de son rapport national au chez les jeunes et aux dispositifs de consultation par téléphone et réseaux sociaux. Alors, qui a le meilleur système ? Alors, si on devait résumer, le Japon possède un système capable de fournir des soins accessibles à une population qui vit très longtemps. La Corée du Sud, elle, impressionne par la rapidité et l'accessibilité de ses soins. Et dans les deux pays, une question revient. Est-ce qu'un système de santé performant suffit lorsque la pression sociale et professionnelle reste aussi forte ? Et la réponse est évidemment non. Et voici quelque chose qu'on ne vous dit pas forcément quand on parle de la santé en Corée du Sud. On pourrait croire qu'un système aussi rapide fonctionne simplement parce que les consultations sont moins chères. Mais la Corée du Sud est devenue l'un des pays où les habitants utilisent généralement les services médicaux. Et cette accessibilité peut avoir un effet assez surprenant lorsque consulter coûte relativement peu et qu'un spécialiste est facilement accessible. Les gens peuvent être beaucoup moins hésitants à consulter pour un problème qui, dans d'autres pays, aurait peut-être été laissé sans traitement. C'est donc une force, mais aussi une autre façon de comprendre pourquoi les hôpitaux et les cliniques peuvent être aussi sollicités. Et pendant que ces deux pays cherchent à rendre leurs soins toujours plus efficaces, un autre domaine de la vie quotidienne révèle les différences encore plus surprenantes. Mais vivre dans une société aussi organisée a forcément un prix. Jusqu'à où un État peut-il aller pour maintenir l'ordre sans empiéter sur les libertés de ses citoyens ? Et certaines lois de ces pays pourraient vraiment vous surprendre. Au Japon, la sécurité est bien réelle, mais pas parfaite. Commençons par quelque chose que beaucoup de touristes remarquent immédiatement au Japon, le sentiment de sécurité. Dans les rues, dans les transports, dans certains quartiers très fréquentés, il est courant de voir des gens laisser leurs affaires quelques instants sans paniquer. Et cette réputation n'est pas sortie de nulle part. Mais attention, le Japon n'est évidemment pas un pays sans criminalité. En 2024, la police japonaise a enregistré 737 679 infractions et les vols représentaient à eux seuls près de 70% de l'ensemble.
Plus surprenant encore, les affaires de fraude ont augmenté de 25% en une seule année, atteignant plus de 57 000 cas. Donc oui, votre sac a probablement plus de chances d'être retrouvé au Japon que dans beaucoup d'autres endroits. Mais cela ne veut absolument pas dire qu'on peut laisser son portefeuille sur un banc et rentrer tranquillement chez soi. Et justement, les criminels japonais ont eux aussi évolué. Le nouveau visage de la criminalité. Une partie de la criminalité japonaise s'est déplacée vers quelque chose de beaucoup moins visible. Les escroqueries. Les réseaux organisés ciblent notamment les personnes âgées avec de faux appels, de faux employés de banque ou de faux membres de la famille. En 2024, le nombre d'affaires de fraude enregistrées a augmenté de 25%. Autrement dit, le Japon peut donner l'impression d'être un pays où le danger est quasiment absent. Alors qu'une partie de la criminalité s'est simplement déplacée dans votre téléphone. Mais il existe des lois qui surprennent davantage. Et maintenant parlons d'une autre question. Qu'est-ce que la loi japonaise considère encore comme une famille ? Parce qu'en 2026, deux personnes du même sexe peuvent vivre ensemble, acheter un logement ensemble, avoir une vie de couple normale, mais elles ne peuvent toujours pas se marier légalement au niveau national. Certaines municipalités proposent des certificats de partenariat, mais ceux-ci ne donnent pas automatiquement les mêmes droits qu'un mariage. Et pendant longtemps, cela pouvait avoir des conséquences très concrètes, héritage, patrimoine, droits concernant les enfants ou certaines démarches administratives. Dans un témoignage recueilli par Reuters, une femme japonaise en couple avec une américaine expliquait même qu'elle envisageait de quitter le Japon si la situation n'évoluait pas, notamment parce qu'elle souhaitait pouvoir avoir des enfants avec une véritable reconnaissance juridique de leur famille. Et le plus étonnant, c'est que le pays est aujourd'hui en train de faire évoluer certaines protections, sans pour autant légaliser le mariage homosexuel. En 2025, le gouvernement japonais a décidé d'étendre la reconnaissance des couples du même sexe à plusieurs lois supplémentaires. Mais il reste exclu de nombreux dispositifs liés notamment à la fiscalité et la sécurité sociale. En Corée du Sud, une simple publication peut vous amener devant la justice. Mais si vous trouvez déjà certaines règles japonaises surprenantes, attendez de voir la Corée du Sud. Là-bas, la diffamation peut être pénale. Le code pénal sud-coréen prévoit qu'une personne qui porte publiquement atteinte à la réputation d'une autre en affirmant des faits peut être punie d'une peine pouvant aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement ou d'une amende. Et le plus surprenant, c'est que la loi ne concerne pas uniquement les mensonges. Dans certaines circonstances, même révéler publiquement un fait réel peut poser problème lorsqu'il porte atteinte à la réputation d'une personne. C'est une différence énorme avec la manière dont beaucoup de Français imaginent la liberté d'expression sur Internet. Et Internet a créé un nouveau problème. Mais c'est surtout sur Internet que certaines dérives ont pris une ampleur particulièrement inquiétante. En Corée du Sud, les crimes sexuels numériques ne datent pas d'hier. Il y a d'abord eu les caméras cachées dans les toilettes et les vestiaires, puis les réseaux de chantage sexuel, et maintenant les deepfakes. Les images de femmes peuvent être récupérées sur les réseaux sociaux, puis utilisées pour fabriquer de fausses images pornographiques sans leur consentement. Selon la Financial Times, les autorités ont enquêté sur plus de 800 affaires de crimes sexuels liés au deepfake en 2024, contre seulement 156 en 2021. Et certaines victimes sont des lycéennes. Le problème est devenu tellement important que la Corée du Sud a renforcé sa législation. Les adolescentes, les filles, doivent être mal à l'aise quant à savoir si leurs camarades masculins vont bien. Leur confiance mutuelle a été complètement brisée. La possession ou même le visionnage de certains contenus pornographiques deepfake peut désormais être puni. Un témoignage qui montre l'ampleur du problème. L'Associated Press a recueilli le témoignage de Kim Ha-yeon, une lycéenne de 17 ans. Après avoir découvert l'ampleur du phénomène, elle expliquait avoir supprimé ses photos d'Instagram et se sentir beaucoup plus méfiante envers les garçons qu'elle ne connaissait pas. Ce qui rend cette histoire particulièrement glaçante, c'est que certaines victimes connaissent personnellement les personnes qui fabriquent ou diffusent ces images. Une victime interrogée par l'AP expliquait avoir découvert de fausses images d'elle dans les groupes Telegram où se trouvaient potentiellement des personnes qu'elle connaissait. Elle souffrait ensuite de troubles, panique et de stress post-traumatique. Et le Japon aussi a son propre problème avec Internet. Et là encore, le Japon n'est pas totalement différent. Le gouvernement japonais reconnaît lui-même que les réseaux sociaux ont fait apparaître de nouveaux problèmes. Diffamation, atteinte à la vie privée et publication discriminatoire. La loi japonaise a même renforcé la sanction pénale de l'insulte en 2022, justement en raison de la multiplication des problèmes liés aux publications en ligne. Donc même si un pays où l'on imagine souvent Internet comme extrêmement calme et respectueux, les autorités doivent désormais gérer une nouvelle forme de criminalité et de violence sociale. Mais il existe une autre différence étonnante. Pourtant, sur un autre sujet, les deux pays prennent des directions très différentes. Prenez par exemple les droits des couples homosexuels. Le Japon ne reconnaît toujours pas le mariage homosexuel au niveau national. Et en Corée du Sud, le mariage homosexuel n'est pas non plus légalement reconnu. Mais en 2024,
la Cour suprême sud-coréenne a rendu une décision historique. Elle a confirmé qu'un couple homosexuel devait pouvoir bénéficier des prestations de conjoint de l'assurance maladie nationale. Ce n'est pas encore le mariage, mais juridiquement, c'était la première reconnaissance majeure d'une relation homosexuelle par la plus haute juridiction du pays. Alors, est-ce que ces pays sont vraiment aussi libres qu'ils en ont l'air ? C'est là que cette comparaison devient intéressante. Le Japon et la Corée du Sud sont deux démocraties modernes, technologiquement avancées, avec des populations très connectées. Pourtant, certaines libertés et certaines protections restent encore très différentes de celles auxquelles nous sommes habitués en France. Et surtout, les lois évoluent parce que la société elle-même est en train de changer. Les nouvelles générations réclament davantage de droits. Les technologies créent de nouveaux problèmes. Et les gouvernements doivent constamment adapter leurs lois. Mais voici quelque chose d'assez incroyable concernant le Japon. Je vous explique. On parle souvent de la sécurité japonaise comme si elle était simplement due à une population particulièrement honnête. Mais, en réalité, il existe aussi une autre raison, beaucoup moins visible. La manière dont la société japonaise traite la déviance et les soupçons. Et derrière cette efficacité se cache une question beaucoup plus dérangeante. Jusqu'où peut-on pousser un système qui cherche à obtenir des aveux et à faire fonctionner la justice efficacement, sans risquer de mettre trop de pression sur le suspect ? Parce qu'un pays peut être extrêmement sûr, tout en ayant un système judiciaire qui fait régulièrement débat. Et c'est justement ce que nous allons découvrir lorsqu'on s'intéressera à la manière dont les Japonais et les Coréens vivent leur vie quotidienne loin des images de la carte postale. La vie quotidienne, ce que l'on ne voit pas quand on visite le Japon et la Corée. Mais après tout ce que nous venons de voir, une dernière question reste à poser. Est-ce que vivre dans ces sociétés est vraiment aussi agréable que ce que leur image laisse penser ? Parce qu'une chose est certaine, visiter Tokyo ou Séoul pendant 2 semaines et y vivre toute sa vie, ce n'est pas du tout la même expérience. Le Japon où vous perdez votre portefeuille et le retrouvez. Commençons pourtant par quelque chose de positif. Et là, le Japon peut réellement impressionner. Imaginez que vous perdiez votre portefeuille dans une grande ville. Argent liquide, carte bancaire, papier d'identité. Normalement, vous commencez déjà à faire opposition à votre carte. Au Japon, la situation peut être radicalement différente. En 2023, environ 22,85 milliards de yens en espèces perdus ont été remis à la police japonaise. Et près de 30 millions d'objets perdus ont été rapportés aux autorités cette même année. À Tokyo, le centre des objets trouvés de la police traite à lui seul des centaines de milliers d'objets. Portefeuilles, téléphones, parapluies, sacs et même parfois des objets pour le moins inattendus. Et le plus impressionnant, c'est que cela ne repose pas uniquement sur une sorte de magie japonaise. Il existe tout un système organisé autour des objets perdus, avec les commissariats de quartier, les centres d'objets trouvés et même une récompense pouvant revenir à la personne qui a retrouvé l'objet. C'est donc à la fois une habitude sociale et un système qui encourage les gens à rapporter ce qu'ils trouvent. Mais il y a un autre Japon, celui de la solitude. Mais cette confiance entre les gens contraste avec un problème beaucoup moins connu du Japon. La solitude. Le Japon vieillit, les familles sont plus petites et de plus en plus de personnes vivent seules. Selon les projections de l'Institut japonais lié au gouvernement, le nombre de personnes âgées vivant seules pourrait encore augmenter de 47% entre 2020 et 2050. Et cela donne naissance à un phénomène particulièrement difficile à imaginer. La mort solitaire. Des personnes peuvent mourir seules chez elles et rester parfois plusieurs jours avant que quelqu'un ne s'en rende compte. Ce phénomène est devenu suffisamment important pour que des entreprises spécialisées interviennent après ces décès afin de nettoyer et remettre en état des logements. Et c'est probablement l'une des contradictions les plus frappantes de ce pays. Une société où les objets perdus peuvent être rendus avec une incroyable efficacité, mais où certaines personnes peuvent disparaître de la vie sociale sans que personne ne s'en aperçoive immédiatement. En Corée du Sud, le mariage est devenu une question de société. Et en Corée du Sud, un autre phénomène transforme complètement la vie quotidienne, le rapport au couple et au mariage. Pourquoi une société qui a longtemps considéré le mariage comme une étape presque incontournable de la vie, voit-elle autant de jeunes hésiter à franchir le pas ? La réponse n'est pas simplement « les jeunes ne veulent pas se marier ». La réalité est beaucoup plus compliquée. Le mariage devient un luxe. Pour beaucoup de jeunes Coréens, se marier signifie aussi pouvoir se loger, avoir un emploi suffisamment stable, supporter le coût de la vie et parfois répondre aux attentes de la belle famille. Et dans une ville comme Séoul, où le logement est particulièrement cher, fonder une famille peut rapidement devenir un projet financier énorme. Résultat, certains préfèrent attendre, d'autres abandonnent complètement l'idée du mariage. Un témoignage qui en dit long. Le Wall Street Journal a notamment rencontré Lee Yeonjin, une barista de 31 ans. Elle expliquait ne pas avoir eu de relation depuis près de 2 ans et ne pas vouloir que ses parents apprennent l'existence des programmes gouvernementaux destinés à pousser les célibataires à se rencontrer. Pourquoi ? Parce qu'elle craignait simplement que cela augmente encore la pression familiale autour du mariage. Et là, on découvre quelque chose d'assez ironique. Le gouvernement cherche des solutions à la crise démographique. Mais certaines personnes vivent justement ces solutions comme une nouvelle pression. Le gouvernement organise des rencontres amoureuses.
Certaines collectivités locales organisent même des événements de rencontres pour célibataires. Dans environ 42 districts, des événements de ce type avaient été organisés entre 2022 et août 2024. Près de 4000 célibataires y avaient participé pour seulement 24 mariages recensés selon les chiffres cités lors d'une audition parlementaire. Et certains élus ont même qualifié ces initiatives gênantes et surtout peu efficaces. Mais attention, la Corée n'est pas en train de rejeter le mariage. Et c'est là qu'il faut se méfier des raccourcis. Une enquête publiée en 2025 auprès de personnes célibataires montrait que 44% envisageaient encore de se marier, tandis que 41% déclaraient ne pas avoir l'intention de le faire. Donc non, ce n'est pas simplement une génération qui aurait décidé de supprimer le mariage. Une partie des jeunes veut toujours se marier, mais les conditions nécessaires pour y arriver sont devenues beaucoup plus difficiles. Et c'est précisément pour cette raison que le sujet du mariage est devenu indissociable de celui du travail, du logement et de l'argent. Et le résultat est spectaculaire. Pendant des années, la Corée du Sud a détendu le taux de fécondité le plus bas du monde. En 2023, il était tombé à seulement 0,72 enfants par femme. Pour vous donner une idée, pour simplement maintenir une population stable sans immigration, il faudrait environ 2,1. Mais quelque chose d'inattendu est arrivé. En 2024, le taux est remonté à 0,75. Puis en 2025, il est remonté à 0,80. C'est encore extrêmement faible. Et pour la première fois depuis longtemps, la courbe semble repartir dans la bonne direction. Et le Japon ? Le Japon, lui, connaît toujours une situation démographique extrêmement difficile. En 2024, seulement 686 061 bébés sont nés dans le pays. C'était le niveau le plus bas jamais enregistré depuis le début des statistiques en 1899. Et ce n'était pas simplement une petite baisse. C'était la 16e année consécutive de diminution des naissances. Pour un pays de plus de 120 millions d'habitants, c'est un changement démographique colossal. Et les conséquences ne concernent pas uniquement les maternités. Moins d'enfants signifie demain moins d'actifs, moins de travailleurs, moins de consommateurs et davantage de personnes âgées à prendre en charge. Une société qui commence à se reconfigurer. Et c'est déjà visible dans la vie quotidienne. Le Japon doit trouver des moyens de continuer à fonctionner avec une population active qui diminue. Cela passe par davantage d'automatisation, davantage de technologie, mais aussi par une présence croissante des travailleurs âgés et des travailleurs étrangers. Autrement dit, le problème démographique n'est plus seulement une question de statistiques. Il commence à modifier la manière même dont le pays fonctionne. Et c'est là que le Japon nous réserve une dernière surprise. Vous vous souvenez de notre histoire de portefeuille perdu ? 10 milliards de yens sont chaque année rapportés à la police. Des millions d'objets sont retrouvés. Mais il existe un autre phénomène qui montre à quel point la société japonaise peut fonctionner différemment. Au Japon, il n'est pas rare de voir de très jeunes enfants se déplacer seuls dans les transports ou aller à l'école sans leurs parents. Ce qui serait extrêmement inhabituel pour beaucoup de parents occidentaux peut être considéré comme relativement normal dans certaines régions japonaises, notamment grâce au sentiment de sécurité et au fait que les enfants sont encouragés très tôt à devenir autonomes. C'est même devenu suffisamment célèbre à l'étranger pour qu'une émission comme Old Enough montre de très jeunes enfants japonais accomplissant seuls leur première petite mission. Et là encore, il faut regarder derrière l'image. Cette autonomie n'existe pas simplement parce que les Japonais seraient plus gentils que les autres. Elle repose sur un environnement, des habitudes, une éducation et une organisation sociale qui permet aux enfants d'être beaucoup plus indépendants très tôt. La fin de l'enquête. Et finalement, c'est peut-être ça qui résume le mieux ce que nous venons de découvrir. Le Japon et la Corée du Sud ont construit des sociétés incroyablement modernes, sûres et technologiquement avancées. Mais cette réussite a aussi créé des problèmes très particuliers. La pression du travail, le vieillissement, la solitude, la crise démographique, les difficultés liées au mariage, ou encore les nouvelles formes de criminalité sur Internet. Et parfois, les deux pays apportent des réponses complètement différentes à des problèmes pourtant similaires. Le Japon cherche à maintenir une société vieillissante qui manque progressivement de travailleurs. La Corée du Sud tente de faire repartir les naissances après avoir atteint un niveau démographique historiquement bas. Et pourtant, tout n'est évidemment pas sombre. Et c'est fini pour cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié cette enquête. Bien sûr, je n'ai pas tout cité, parce que ça serait trop long. Nous allons continuer dans les prochaines vidéos à parler de pays asiatiques et à comparer. Sur ce, laissez un like et abonnez-vous. C'est la fin de ce journal. Sur ce, à bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de pays de Réalité.